Est-ce qu'il est vrai que vous avez retardé la publication du rapport pour ne pas entrer en collision avec la discussion sur la loi immigration? Oui, j'ai vu quelques tweets un peu excités de personnes que je respecte, mais qui, je pense, se sont fourvoyées en me critiquant. C'est une décision que j'ai prise personnellement, et je l'assume totalement. Ce rapport, d'abord, la Cour publie ses rapports, elle le publie quand elle le veut. Nous avions programmé de le faire le 13 décembre. Il se trouve que le 13 décembre, c'était le surlendemain du vote de la motion de rejet de la loi sur l'immigration. Je ne sais pas si vous imaginez un tel rapport qui sort à ce moment-là, et 3 jours avant la commission mixte paritaire, qu'est-ce qu'on aurait dit? Certains, je ne vais pas les caractériser, plus à droite ou à l'extrême droite, auraient dit « Ah là là, quel scandale, rien ne marche, il faut être beaucoup plus dur, pourquoi pas une réforme ?» Bon, très bien. On vous répondra, pardon, que le peuple français est adulte et que les parlementaires sont adultes, ils peuvent juger tout aussi bien que vous et moi le contenu d'un rapport. Et les autres auraient dit « Mais voilà, déjà ça ne marche pas, donc on n'a pas besoin d'une loi. » Peut-être les uns et les autres auraient-ils eu raison d'une certaine façon. C'est le débat démocratique, ça. Oui, mais si vous voulez, comme nous étions dans une crise politique, ça a été une crise politique, dans un moment où les arguments rationnels se faisaient peu entendre. Je n'ai pas voulu, d'une part, que ce rapport soit déformé, utilisé, et je n'ai pas voulu non plus interférer avec un vote sous pression du Parlement. Et est-ce que vous comprenez, pardon, que ça aggrave la méfiance d'un certain nombre de gens qui se disent, voilà, ça c'est la République des notables, ils se disent, oulala, on va attendre, d'abord laissons passer le feu, et puis après on publiera le rapport. Non, s'il y avait eu une République des notables, j'aurais pu tout simplement décider que ce rapport ne serait pas publié. J'ai simplement décidé de le retarder, en vérité, de 8 jours ouvrables. Parce que c'était le 13 décembre, le 22 c'était le trêve des confiseurs, et le premier jour, le 4 janvier, je l'ai sorti. Encore une fois, la Cour des comptes, elle est là pour éclairer le débat public. Elle a fait ce rapport, nous l'avions décidé avant, et nous le sortons. Et nous le sortons très vite, nous le sortons au plus vite. Mais le jeter dans le brasier d'un débat dont on a quand même sorti une très grande tension. Qu'est-ce que ça aurait fait? Ça aurait fait qu'on aurait tout caricaturé du rapport et que le rapport lui-même aurait été utilisé dans le débat à mauvais escient. En tout cas, j'assume totalement. Il est sorti. Je suis persuadé d'avoir eu raison. Je ne tremble pas, ça c'est pas un sujet sur lequel je doute. Il est sorti, regardons le détail, le tableau, ça fait partie des informations que vous donnez, c'est la liste des OQTF, des éloignements forcés réalisés et les motifs d'obligation de quitter le territoire français. Alors, évidemment, la condamnation pénale, elle est plus strictement suivie d'un éloignement réel, mais on voit que ça descend énormément. Est-ce que c'est, au fond, là je vous demande un avis plus général et plus intuitif peut-être, mais est-ce que c'est une difficulté administrative ou est-ce que c'est que l'État, en réalité, laisse faire, laisse un peu couler, en se disant que c'est ingérable? Non, je pense que ce sont des difficultés de gestion, ce sont des difficultés d'organisation, des difficultés de coordination, peut-être une stratégie à définir, mais en même temps des efforts très réels. Je ne crois pas du tout que l'État laisse faire. C'est pour ça que je ne suis ni sur la gabegie, ni sur l'impéritie, ni même sur l'impuissance. Je suis sur des difficultés qui sont solubles. Et je crois que si on appliquait nos recommandations, on pourrait progresser fortement. Et je vais en donner une supplémentaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les retours forcés. Le QTF, c'est un retour forcé. C'est-à-dire on vous oblige à quitter le territoire français. Il y a aussi les retours aidés. Et de ce point de vue-là, disons-le, la performance française est encore beaucoup plus mauvaise. Parce qu'en termes d'OQTF, on est à peu près à jeu avec les autres. Voilà. En termes de retours aidés, là, on est très faible. Mais très faible. Je reviens à ma question. Pardon. Est-ce que vous comprenez que dans l'esprit de beaucoup de gens, le fait qu'une décision de l'État ne soit pas appliquée, et vous en parlez sur un ton très doux, un peu paterne, ce soit très mal ressenti. Les gens se disent, là, on ne respecte pas, en termes d'autorité de l'État, ça pose un problème. Je le conçois tout à fait, mais la Cour des comptes n'est pas une institution supérieure aux autres, ce n'est pas un pouvoir, ce n'est pas le pouvoir exécutif, ce n'est pas le pouvoir législatif. Est-ce que ça a fait plaisir à M. Darmanin? Vous l'avez vu à l'hommage pour Jacques Delors, on va y revenir. Il est allé vers vous, il y a une scène assez étonnante, parce que quand même, c'est comme une pierre dans son jardin, c'est son travail. Il est venu vers vous, qu'est-ce qu'il vous a dit? Bonjour, très gentiment, je pense qu'il l'a fait avec... C'était un bon début. Non, je crois qu'il a juste voulu marquer le respect qu'il avait pour la Cour des comptes. Et vous savez, quand un rapport de la Cour des comptes est fait, il est contredit. C'est-à-dire que nous l'envoyons avant à l'administration, au ministère de l'Intérieur et à la Première ministre. Ils n'ont contesté aucun des faits que nous soulignons. Et je pense que ce rapport aide en vérité. Et je vais vous donner un exemple pour avoir plus de budget, plus d'argent, plus d'hommes. Je donne un exemple très précis. Je disais, alors je ne parle pas que des OQTF, je sais que ça c'est la partie la plus spectaculaire, mais c'est pas forcément la seule qui est importante. Le traitement, les préfectures qui sont en première ligne, qui doivent instruire les recours contentieux, qui doivent organiser la rétention administrative, qui doivent recevoir les dossiers, elles sont encombrées, engorgées. Et je le dis très clairement ici, nous avons
au cours des dernières années, trop délaissé l'État déconcentré. Nous avons besoin de renforcer les effectifs qui traitent les situations des étrangers dans nos préfectures départementales, notamment dans les départements qui sont en première ligne. Pierre Moscovici, si on élargit encore le champ... Donc ça, je pense que pour Gérald Darmanin, c'est pas un problème. L'ensemble du rapport, il décrit une situation. Il est là pour la traiter. Pour le ministre, c'est quand même pas très agréable de voir que les décisions que son ministère doit faire appliquer ne sont pas... Ouais. Je suis persuadé d'une chose, Darius. Vous n'êtes pas là pour être agréable. Je ne lui ai rien appris. Ouais. Il le sait. Oui. Il le sait. Mais le public ne le savait pas. Oui, mais ce sont des faits. Voilà. Pierre Moscovici, plus largement, et sans entrer dans un débat, disons, démographique, c'est pas le nôtre, mais est-ce que tout ça n'est pas lié à la natalité? On a vu les derniers chiffres de la natalité qui sont tombés, la natalité de novembre, de janvier à novembre. Elle a encore reculé en France, moins 6,8%. On peut sortir tous les chiffres, la natalité qui est en baisse constante, la France qui avait encore un taux de natalité considérable. Est-ce que tout ça n'est pas le corollaire du fait que la France, par un jeu de vases communicants, fait que beaucoup d'étrangers remplacent des naissances qui n'ont pas lieu? Alors, je ne suis plus aujourd'hui un homme politique, mais je l'ai été. Je ne vais pas faire comme si je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et j'ai moi-même là-dessus des convictions et même une expérience. Parce que l'immigration, c'est un sujet qui me parle. Vous parliez et ça renvoie à votre livre. Vous parliez de mon livre. Vous étiez vos parents, d'une autre génération. Je suis un fils d'immigrés. Quand je suis né, mon père était apatride. Je dois tout à la France, je dois tout à l'intégration, et je suis très sensible à ce sujet-là. Alors, je ne veux pas me lancer dans le débat public, mais c'est un sujet qui me tient à cœur, par ailleurs. Mais la Cour des comptes s'en tient à son rapport, c'est sur l'immigration irrégulière. Pour le reste, est-ce que nous avons besoin d'immigration? Ça, c'est un vaste débat. Je note que le MEDEF, au moment de la loi du vote de la loi, a dit qu'il y avait besoin d'immigration économique. Et en effet, quand on constate que notre démographie est chancelante, nous avons besoin d'immigration irrégulière et d'immigration économique. Mais cette immigration économique, elle ne peut être que régulière. Le problème que nous soulevons là, c'est celui du fait des gens, justement, dont nous ne voulons pas ou que nous ne pouvons pas accueillir, qui sont entrés dans une situation illégale. Vous savez très bien que ça arrange beaucoup de gens, y compris un certain nombre de patrons, qui engagent des clandestins. C'est d'ailleurs un des débats corollaires de la loi. Ça, c'est impossible. Oui, mais on fait semblant de dire que c'est impossible. La réalité, c'est que cette illégalité, visiblement, on s'en accommode, puisqu'on n'applique pas les décisions qui devraient l'être. C'est là où, encore une fois, il faut un combat très efficace contre l'immigration illégale, contre l'immigration irrégulière. Peut-être faut-il organiser mieux l'immigration régulière. La question de quotas dans le monde économique, sur certaines professions en tension, tout ça, c'est des sujets qui sont différents. La loi immigration, c'est un des sujets. C'est un des sujets, et encore une fois, je ne veux pas m'y pencher parce que ce n'est pas le sujet de la Cour. Mais l'immigration irrégulière, elle, est une réalité qui ne peut pas être admise et qui doit être traitée humainement, avec efficacité, sans encore une fois prétendre au 100%. Parce que derrière ça, il y a quand même une chose. La principale raison pour laquelle les OQTF ne sont pas exécutés, c'est parce que ces personnes ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine. C'est parce que les laissez-passer consulaires ne sont pas accordés. C'est parce que les relations... Et c'est aussi la raison pour laquelle nous soulignons dans ce rapport que le rapport entre l'immigration et la politique du développement, ce qu'on appelle le co-développement, aussi la conditionnalité des aides au caractère coopératif ou non du pays dans la réentrée de ces personnes qui sont sur notre sol à nous en situation régulière, tout ça, c'est des sujets qui doivent être traités. Et la France n'est pas bonne là-dessus. Pierre Moscovici, parlons de l'endettement de la France. Vous êtes vraiment escalité, l'homme qui doit tirer la sonnette d'alarme quand ça atteint un certain seuil. Bon, ça fait un moment que ce seuil est atteint, mais rappelons... Dépassé depuis longtemps. Depuis quand? Disons qu'en ce moment, nous sommes quand même dans une situation qui me préoccupe beaucoup. Et je ne vais pas accabler de chiffres, mais disons que en 2024, c'est l'année qui vient, la charge de la dette, c'est-à-dire ce qu'on rembourse annuellement pour financer notre dette, sera de 57 milliards d'euros. C'est plus que le budget de la défense nationale. C'est le deuxième budget d'État. En 2027, et ce n'est pas les chiffres de la Cour des comptes, c'est les chiffres du gouvernement, nous serons à quelques 84 milliards d'euros. Ça veut dire qu'à ce moment-là, nous aurons dépassé l'éducation nationale. Et il n'est jamais arrivé que ce soit le premier budget de l'État. Ce sera le cas en 2027. Et quand on a une telle dette, le problème que nous avons, moi je ne suis pas un partisan de l'austérité, c'est qu'on ne peut pas faire de bonnes politiques publiques si on n'a pas de finances publiques. Vous savez, nous avons d'un côté une montagne de dettes, 3 000 milliards d'euros de dettes, 57 milliards ou 85 milliards à rembourser, et de l'autre côté, un mur d'investissement qu'il faut faire monter. Alors, à quel moment cette bascule-là va avoir lieu? À quel moment l'investissement va être vraiment pénalisé? J'insiste quand même là-dessus avant de répondre à votre question. Ce mur d'investissement, c'est quoi? C'est le financement de la transition écologique, de la transition numérique, notre innovation, notre recherche, tout ce qui fait que notre pays est attractif, compétitif. Et le jour où nous avons une telle
charge de la dette, nous ne pouvons plus financer tout ça. À quel moment le père Fouettard, ça c'est la version Père Noël, à quel moment le père Fouettard va arriver? C'est qui? C'est le marché? C'est la Commission européenne? À quel moment vraiment cette fuite en avant sera stoppée? Ou en tout cas pénalisée? J'ai dit que je n'étais pas un partenaire autorisé, je ne suis pas non plus une Cassandre de la dette. Ouais. Autrement dit, la dette française, c'est une bonne dette, c'est une dette soutenable, elle est finançable. Elle est un peu plus chère que la dette allemande, mais pas tant que ça. Nous sommes un pays qui est large, qui a une belle économie, qui a une belle réputation, qui appartient à la zone euro. Donc nous n'avons pas. Je ne suis pas en train de dire on va vers le défaut. Je ne suis pas comme François Fillon qui disait la France est un pays en faillite. Je ne crois pas ça du tout. En revanche. Mais pardon, on comprend bien qu'entre la faillite et un ralentissement vraiment problématique, il y a de la marge. Qu'est-ce qui peut arriver? Première chose, il est important de réduire notre déficit. Et en 2024, ce déficit est prévu à 4,4%. La Cour des comptes et le Haut Conseil de finances publiques que je préside estiment que nous avons des risques importants d'être au-dessus de 4,4%, parce que la croissance anticipée est trop forte, et aussi parce que les recettes risquent d'être surestimées. Et là, c'est quelque chose qui sera scruté à la fois par la Commission européenne, par les agences de notation et par les marchés. Et je dis qu'il faut tout faire pour que notre déficit en 2024 soit à jeu.